Clap de fin de Engrais pour Christ, grand programme d'évangélisation de la communauté mère de Divin Amour. Plus de 500 personnes ont accepté le Seigneur. Les églises protestantes et évangéliques organisent le 1er novembre prochain à Abidjan une prière contre le virus Ebola. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse. Actualité africaine, santé, prix Sakharov décerné au docteur Denis Mukwege de la RDC pour son engagement auprès des femmes victimes de viols et de violences sexuelles. Bienvenue à cette session d'information. Nous démarrons cette édition avec Engrais pour Christ, grande campagne d'évangélisation organisée par le Centre d'excellence d'Engrais de la communauté mère du Divin Amour. Un moment spirituel qui s'est tenu sur 2 jours, les samedis 18 et dimanche 19 octobre à Abidjan. Le thème de cette édition, je sais que mon Rédempteur est vivant, est tiré du livre de Job, chapitre 19, le verset 25, a permis aux personnes qui ont effectué le déplacement de vivre l'amour et la puissance de l'Éternel. Suivons ensemble le dernier jour de ce grand rendez-vous spirituel avec notre équipe de reportage. Enseignement et célébration de l'Eucharistie, afin d'être outillés et être vainqueurs sur le diable, ont marqué le 2e et dernier jour de la grande campagne d'évangélisation dénommée Engrais pour Christ, organisée par le Centre d'excellence d'Engrais de la communauté mère du Divin Amour. Durant ce dernier jour, les enfants de Dieu se sont abreuvés à la source du Seigneur. Cela sur le thème « Mon Rédempteur libère les captifs » avec comme prédicateur le berger Lambert Dibi. Le ministre de Dieu a mis en exergue la subtilité du diable pour garder les chrétiens dans la captivité, avec comme socle de son enseignement les livres de Luc chapitre 13 le verset 16, Matthieu chapitre 10 le verset 34 à 40 et Apocalypse chapitre 12 le verset 12. Ce que j'ai eu à révéler de la part du Seigneur à son peuple, ce sont des subtilités démoniaques. Et j'ai insisté sur un certain nombre d'aspects qu'on peut trouver normal. Parce que simplement, je dis toujours que je ne prêche pas ce que je n'ai pas expérimenté. Je croyais, comme certaines personnes, que ces choses étaient normales. Il a fallu donc que je sois au contact de Dieu. Il a fallu donc qu'il me touche pour me libérer et m'apprendre réellement que ce sont des subtilités. Vous voyez dans le temps, comme un bon jeune, quand vous travaillez, souvent vous voulez vous faire plaisir. Vous buvez, pour finir, l'habitude devient une seconde nature. Or, quand l'habitude devient une seconde nature, soit financièrement, vous vous épuisez. Physiquement, vous vous épuisez. Et vous commencez maintenant à désirer les choses de ce monde. Et pour finir, nous sommes souillés. Et l'ennemi, lui, tire les ficelles parce qu'il nous a présenté les réalités du monde. Il nous a donné le goût, l'envie et nous sommes rentrés dans... Le berger est pas comme Marie, c'est pour sa part appesanti sur l'amour que les chrétiens se doivent mutuellement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ainsi qu'une bénédiction certaine. N'oublions jamais que nous sommes chacun de nous le fruit de la miséricorde. Pour dire nous étions chacun, plutôt Isaïe, errant. Chacun était dans la ténèbre suivant sa voie. Et Dieu a rompu cette ténèbre-là en nous envoyant la lumière du monde Jésus-Christ. Donc chaque chrétien qui est honnête sait qu'il est le fruit de la miséricorde. Alors que nous sommes le fruit de la miséricorde, avant de regarder la paille qui est dans les yeux de l'autre, regardons la poupe qui est dans nos yeux. Et je crois que si nous tenons ce langage d'amour, de douceur, vous savez, Gandhi l'a dit un jour, si les chrétiens vivaient comme Christ, le monde entier serait gagné à Christ. Et nous pouvons revenir vraiment à l'amour, à la miséricorde, et les gens nous voyons vivre, donneront nos vies à Jésus. Autre temps fort de cette rencontre, la célébration de l'Eucharistie. Dans son homélie, le Père Emmanuel Naounou a mis l'accent sur la mission de Jésus-Christ, celle d'annoncer le règne de Dieu et conduire le chrétien à la lumière. Cette lumière éclatante qui conduit les enfants de Dieu à leur bénédiction. Soulignant que durant ces 2 jours, le Seigneur a puissamment visité les personnes présentes. Des paroles prophétiques ont été proclamées. Plus de 500 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. En somme, un bilan positif selon le berger Paco Marie, premier responsable du Centre d'excellence d'Engrais, initiateur de cette campagne d'évangélisation.
énorme jusqu'à là. Tu as près de plus de 500 personnes qui donnent leur vie à Dieu. Et le monde a répondu, le peuple a répondu. La technique ne nous a pas lâché. Tous les prédicateurs étaient vraiment à la hauteur. La grâce a coulé d'eux. Et nous avons senti visiblement un peuple réuni. Un peuple qui a expérimenté que son rédempteur est vivant. Au total, Engrais pour Christ a tenu toutes ses promesses. Jésus-Christ, le Rédempteur, est vivant et les enfants de Dieu l'ont expérimenté. Rendez-vous est donc pris pour le mois de décembre prochain. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre équipe de reportage a tendu son micro aux différentes personnes qui ont effectué le déplacement et parmi ces personnes, des chantres qui sont venus soutenir l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous les écoutons. Pour Christ, faut dire que nous sommes venus apporter notre participation à ce moment. Et je pense que le plus important, c'est que tout le monde soit gagné au Seigneur. Et si Divin Amour a eu cette inspiration de gagner Engrais à Jésus-Christ, c'est une très bonne initiative à soutenir. Et nous, le groupe EDEN, nous sommes venus ce soir pour apporter notre pierre à l'édifice. Tout à l'heure, vraiment, le Seigneur s'est manifesté. Et nous rendons gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu. Parce que c'est ce que nous cherchons. En toute chose, le groupe EDEN cherche quand même l'intérêt du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout ce qu'il fait. Et je sais que cet homme ne sortira pas d'ici tel qu'il est venu. Il y aura des témoignages. Que le nom du Seigneur soit béni. Une journée nationale de prière pour lutter contre le virus Ebola sera organisée à Abidjan le 1er novembre prochain. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse hier mardi par des représentants des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Cette journée se tiendra à l'église des Assemblées de Dieu d'Adjamé. Inès Koudounyombalé et Eric Bissouma pour les détails. Le virus Ebola fait ravage en Afrique de l'Ouest. L'épidémie a déjà fait plus de 4500 morts dans le continent. Face à cela, plusieurs initiatives sur le volet de la sensibilisation se présentent. C'est dans ce cadre que les églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire ont décidé d'organiser une journée nationale de prière contre Ebola le samedi 1er novembre 2014 à l'église évangélique des Assemblées de Dieu. L'annonce a été faite par le président du Conseil national des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire, l'apôtre Pangui Konambenar. À ses côtés, le pasteur Aouni Raphaël, les représentants de la FESI, l'apôtre Delvé, les méthodistes unis de Côte d'Ivoire, le pasteur Marcel Sachou. Les églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, face à la menace de la maladie à virus Ebola, ont décidé de fédérer leurs efforts en vue d'une action concertée et intégrée pour plier contre cette épidémie. Regroupées sous la dénomination Église protestante et évangélique de Côte d'Ivoire, elles ont pris l'initiative d'organiser une journée nationale de prière contre Ebola le samedi 1er novembre 2014 de 9h à 14h. À Abidjan, ce grand rassemblement de prière aura lieu à l'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Adjamé, face à la gare routière. Après cette adresse, les journalistes présents ont posé un chapelet de questions pour comprendre leur objectif de cette journée internationale de prière. Et les réponses ont été données par la table de séance à tour de rôle. Pour clore cette conférence, l'apôtre Pangui Konambenar a lancé un appel. Et nous lançons l'appel à tous nos frères, à toutes nos sœurs, à tous les leaders, afin que personne ne soit insensible à cet appel. En Guinée, au Libéria, comme ailleurs, il n'y a pas moins d'hommes intègres là-bas. Si cela ne nous est pas encore arrivé, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs que nous sommes plus saints que ceux-là. Nous devons rendre grâce à Dieu. Et nous devons répondre à cet appel des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire pour que le premier, nous puissions être tous rassemblés à l'église de l'Assemblée de Dieu d'Adjamé face à la gare routière pour que nous puissions crier ensemble à Dieu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
Et nous changeons de sujet et nous parlons d'actualité africaine en bref. Cette fois-ci, Blaise Compaoré s'accroche au pouvoir. Le gouvernement burkinabé a voté hier la tenue d'un référendum pour permettre au président sortant de se présenter aux prochaines élections de 2015. Ce référendum vise la modification de l'article 37, un article qui limite à 2 le mandat présidentiel. Blaise Compaoré est au pouvoir depuis 27 ans. Et nous nous disions en titre, le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit du Parlement européen a été attribué ce mardi au gynécologue congolais Denis Mukwege pour son engagement auprès des femmes victimes de viols et de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Le docteur Miracle, c'est son surnom depuis 15 ans, s'emploie inlassablement à réparer les corps des femmes mutilées avec ses équipes de l'hôpital de Bukavu dans le sud du sud Kivu. Il a déjà soigné plus de 40 000 femmes violées et mutilées. Regardez. C'est un médecin de terrain et un activiste des droits de l'homme que le prix Sakharov 2014 est décerné. Le gynécologue congolais Denis Mukwege, 59 ans, est récompensé par le Parlement européen pour son combat en faveur des femmes en République démocratique du Congo. Fondateur de l'hôpital Panzi où il soigne les femmes victimes de violences sexuelles dans son pays, il est le premier à avoir véritablement alerté sur l'utilisation du viol collectif comme arme de guerre dans la région du Kivu. Depuis 1999, plus de 200 000 patientes ont déjà bénéficié d'une reconstruction du corps après un viol. Le prix Sakharov lui sera officiellement remis le 26 novembre à Strasbourg. Alors, qui est Denis Mukwege? Quel est son quotidien? Reportage. Devant le bureau du docteur, des dizaines de femmes patientent depuis l'aube. Première consultation. À ses côtés, Guy Bernard Cadière, un chirurgien belge. Voilà, donc c'est une lésion par certainement pénétration des objets tranchants dans l'appareil génital. Premier cas, mutilation de l'appareil génital, le quotidien de Mukwege. Je constate les lésions. Mais j'évite maintenant d'entrer dans les histoires. Et ça finit par vous-même vous traumatiser. Son histoire, Ifungo Kaimba, 18 ans, la cache par honte ou par peur. Sa version, violée à 14 ans, accouchement douloureux, et toujours en ménage avec son violeur. Mais son corps va révéler une autre vérité. Je sais que c'est cette personne qui a son étoile comme ça, comme si elle avait eu un pieu. L'opération va durer 3 heures. Les filles, surtout les enfants, lorsqu'elles sont prises en esclaves sexuels, elles finissent par s'accommoder à leur maître. Ces 16 dernières années, 1,5 million de viols auraient été perpétrés au Congo. Une arme de guerre utilisée par tous les groupes armés, réguliers ou non, congolais ou rwandais. Mukwege est devenu, bien malgré lui, un expert en la matière. L'examen, lorsqu'il y a des tortures, ça fait toujours une signature. Les tortures sont là où on ne se trompe pas. Au risque de s'attirer les foudres d'intérêts tout-puissants, le médecin désormais ne veut plus se borner à soigner les conséquences sans dénoncer les causes. Il y a des gens qui veulent s'enrichir, qui veulent du coltan, de la castérite et l'or du Congo. Et donc, pour avoir ces minéraux, il faut qu'ils tuent, il faut qu'ils violent, il faut qu'ils détruisent les femmes. Quand j'ai dit la souffrance a atteint des limites inhumaines, je ne vois pas quelqu'un qui est humain que ce discours peut déranger. Nous parlons économie à présent. Le Maroc veut être un hub économique régional et le pays compte y mettre les moyens. 3 milliards d'euros seront débloqués pour le Grand Casablanca, un vaste programme de développement 2015-2020 pour la capitale économique. Les détails de nos confrères de Africa 24. 3 milliards d'euros pour le Grand Casablanca. Le gouvernement marocain vient de dévoiler un vaste programme de développement 2015-2020 pour la capitale économique Casablanca. Un plan qui repose sur 4 axes stratégiques, notamment une mise à niveau de l'enseignement et des structures de santé. Le deuxième axe repose sur le développement des infrastructures. Par ailleurs, les autorités ambitionnent de faire de Casablanca une destination d'affaires mais aussi touristique. C'est une ville qui attire beaucoup
d'étrangers dans la mesure où il y a une belle corniche, il y a quand même maintenant la mosquée de Hassan II, qui est un prestigieux lieu de visite. Il y a les Habous, il y a des anciens quartiers, mais ça reste aussi du tourisme d'affaires, parce que c'est le cœur de l'économie marocaine. Un plan prioritaire de 300 millions d'euros a été annoncé pour cette année 2014, objectif pallié aux besoins urgents pour le développement de Casablanca. La réhabilitation de la façade littorale, la construction de grands théâtres et d'un village sportif, ou encore la réhabilitation du grand stade de la ville de Casablanca bénéficient également de financement et sont déjà en chantier. Autant de projets qui illustrent la volonté des autorités de faire de Casablanca un hub financier international. Casablanca constitue près de 40% du PIB industriel du Maroc. Donc c'est un potentiel économique énorme et qui peut aller jusqu'à la ville voisine Mohammedia, et donc ça c'est dire l'importance de Casa, qui est le cœur économique du Maroc. Le Maroc souhaite devenir un hub régional. De nombreux accords économiques ont été signés avec des États de l'Afrique de l'Ouest à l'occasion des visites du roi Mohamed VI au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali. Une diplomatie qui porte aujourd'hui ses fruits. Le Sénégal accuse quant à lui un déficit dans le domaine pharmaceutique. Le taux de production n'a pas évolué, il tourne autour de 15%. Pour résoudre ce problème, le gouvernement a réfléchi sur un vaste projet de création d'industrie pharmaceutique. Regardez. Le Sénégal importe plus de 75% des médicaments pour soigner sa population. Le taux de production des produits pharmaceutiques stagne depuis plusieurs années autour de 15%. Afin de réduire ce faible taux de production locale des médicaments, le Sénégal travaille sur un projet de création d'industrie pharmaceutique. Le développement de l'industrie pharmaceutique est devenu une priorité. En plus du fait que une industrie pharmaceutique apporte de la valeur ajoutée dans un pays et qu'elle permet de booster la croissance par les emplois qu'elle génère et par évidemment la valeur ajoutée qu'elle apporte sur l'économie. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, le Sénégal est encore très dépendant de l'importation des médicaments. Justement, cette dépendance a un impact direct sur le coût du médicament. Ceux qui en subissent les conséquences, ce sont les populations. Pour le prix des médicaments, n'en parlons même pas. C'est trop cher. On voit des gens être malades à vie parce qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer des médicaments. L'État doit vraiment prendre des mesures là-dessus. La solution va donc résider dans la création d'industries pharmaceutiques dans le pays. Cela va contribuer à réduire le prix des médicaments. Pour y parvenir, la nécessité d'améliorer le cadre juridique est un préalable. Et aujourd'hui, le cadre, vous le savez, du plan Sénégal émergent est aussi une opportunité forte pour les fabricants de médicaments pour aujourd'hui venir s'installer au Sénégal. D'ailleurs, la réflexion aujourd'hui est poussée pour faire de sorte que le cadre législatif et réglementaire en place soit amélioré, allégé, pour vraiment encourager l'installation de ces industries pharmaceutiques au Sénégal. La présence de ces industries pharmaceutiques au Sénégal va permettre de contrôler la qualité et de mettre à la disposition des populations des médicaments à moindre coût. Autre fait marquant de l'actualité de ce soir, le Daniel Pearl World Day, le nom du journaliste américain Daniel Pearl, tué au Pakistan en 2012 dans l'exercice de ses fonctions. Et ce temps se tient tous les ans dans le monde entier. À Abidjan, c'est le complexe Jesse Jackson de Yopougon qui a été choisi pour rendre hommage à l'illustre disparu, et ce sous la houlette de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire à travers un concert gratuit. Les détails avec Irène Bailly et Agathe Yapo.
Daniel Pearl était un journaliste américain tué en 2002 au Pakistan en plein exercice de sa fonction. Il croyait aux idéaux tels que la tolérance, l'amitié et l'humanisme. C'est pour honorer sa mémoire que se tient depuis 13 ans maintenant, pendant le mois d'octobre, à travers le monde, un réseau de concerts. En Côte d'Ivoire, cette année, c'est la commune de Yopougon qui a été choisie pour un concert gratuit et grand public à l'initiative de l'ambassade américaine. Et le premier magistrat de la commune se dit très honoré. À cette occasion-là, dire à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous ne pourriez pas choisir mieux. En choisissant aujourd'hui la commune de Yopougon, dites la commune de la joie. Il s'agit ici de la commune où l'on aime la vie. Malgré tout ce qui a pu se passer dans ce pays, vous êtes ici dans une commune jeune. Une commune où la jeunesse aime se retrouver pour vivre, mais surtout pour bâtir une nation commune, une nation où l'amour, il n'y a de place que pour l'amour seulement. Plusieurs artistes étaient à l'affiche de ce grand concert qui n'a pas laissé les spectateurs indifférents. Son Excellence Terence McCurlin, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, présent tout le temps de la manifestation, a montré sa satisfaction face à sa réussite et à l'engouement que cela a créé, surtout au niveau des jeunes. La musique, moyen sûr de brassage des peuples, aura sans nul doute pendant le laps d'un temps contribué à oublier des divergences de tout genre, pourvu que nous soyons conscients qu'il est plus qu'important pour chacun de s'aimer la graine de l'amour et de la paix pour le bonheur de tous. En Guinée, le gouvernement renforce le contrôle de la qualité des produits sur le marché. La chasse aux produits périmés a donc été donnée. Pour cette année, plus de 1000 tonnes de produits avariés ont été saisis. Pour la plupart du temps, ces produits saisis font partie des produits de première nécessité, tels le riz, le savon ou encore la farine. La chasse aux produits périmés renforcée en Guinée. Pendant que les produits alimentaires à bon marché attirent de plus en plus de consommateurs, surtout les ménages à petit budget. Le gouvernement envisage d'intensifier la sensibilisation sur l'hygiène alimentaire, renforcer les contrôles sur les étals des commerçants et traquer les vendeurs de produits avariés et périmés pour assainir le marché local. Et aussi faire en sorte que tous les acteurs soient associés à l'opération. Nous avons arraisonné plus de 200 tonnes de farine fortifiée mais avariée. Et donc, ce stock important de farine se trouve actuellement dans un magasin scellé et nous sommes en train de procéder à la mise en place d'une commission d'incinération. Pour l'année 2014, plus de 1000 tonnes de produits périmés ont été saisis par l'Office de contrôle de qualité et une quantité importante d'articles non conformes retirés du marché. Ces produits incriminés sont pour la plupart des denrées alimentaires à forte consommation en Guinée, tels que le riz, la farine et le sucre. Peu connus du grand public, l'association de défense des consommateurs s'implique dans la chasse aux aliments avariés. La synergie avec les autorités renforce le dispositif de traque des vendeurs de produits périmés. Nous avons eu l'honneur d'avoir l'autorisation d'installer un observatoire des consommateurs au port autonome de Conakry. Ça nous a permis, cette année, en 2014, d'identifier 3500 tonnes de riz avariés qui étaient dans le magasin MC2, MC3 de Transco, au port autonome. Ça nous a permis d'alerter les autorités et les autorités ont pris les dispositions et ça nous a beaucoup soulagés. Avariés et contrefaits, ces produits constituent une menace réelle de santé publique selon les spécialistes. L'Office de contrôle de qualité a déployé en début d'année près de 700 inspecteurs de contrôle qualité sur tout le pays. Objectif des initiateurs, renforcer les contrôles dans les marchés pour protéger les populations des produits impropres à la consommation. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous bénisse.